Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La signification philosophique de la vérité. Introduction. La vérité apparaît comme une exigence de la raison aux puissances de bien juger, comme Descartes la désigne au début du discours de la méthode. Il faut donc qu'elle soit une et la même pour tout. Or, force est constater la diversité de croyances que toutes prétendaient être vraies, dans la mesure où la croyance se présente comme une simple exigence, sa prétention d'être vraie semble vide. C'est la raison pour laquelle il semble légitime de distinguer entre la croyance et la vérité. En effet, celle-ci ne peut être remise en cause. Plus précisément, c'est la vérité qui doit mesurer si une croyance est valable ou pas. On dit souvent qu'il est vrai que la vérité a au moins un terrain d'élection, celui de la science. L'expression c'est scientifiquement démontré et même une euh, sorte d'argument d'autorité dont usait même le publicitaire. Pourtant, la vérité n'a pas elle-même une croyance. Ce qu'en effet, s'il faut démontrer pour être sûr d'être dans le vrai, toujours est-il qu'on ne peut démontrer à l'infini. Il n'est donc pas déraisonnable de douter de la vérité à la façon du scepticisme comme Sectus Empiricus. On peut donc se demander si la vérité n'est pas une croyance comme une autre, ou bien si elle permet de séparer entre les croyances celles-ci qui seraient acceptables de celles qui ne le seraient pas de toute l'origine. La vérité est-elle connaissable et si oui, comment? Premièrement, le caractère indémontrable de la vérité. On admet généralement qu'il n'est pas possible d'affirmer la vérité d'une proposition si elle n'est pas prouvée au sens où l'expérience la corrobore ou démontrée, c'est-à-dire dérivée nécessairement de prémices elles-mêmes vraies. Telle est la notion de connaissance, et d'ailleurs la science, qui passe depuis le 19e siècle pour la source de toute vérité. Il y a là paradoxalement une croyance que l'on peut nommer scientisme et qui n'est rien d'autre que la dégradation d'une deux thèses maîtresses de la philosophie d'Auguste Comte, le positivisme. Comme toute philosophie, le positivisme a cherché à démontrer sa position. On peut retenir des arguments généreux. D'une part, l'état de dispute dans la branche de la philosophie nommée métaphysique, c'est-à-dire celle qui a pour objet le premier principe selon la définition d'Aristote, métaphysique, gamma, chapitre 1. D'autre part, le progrès régulier des sciences comme les mathématiques, la physique, etc., montrent un accord des esprits, arguments également présents chez Kant dans le préface aux deux éditions de la critique de la raison pure de 1781 et de 1787. D'où l'idée qu'il n'y a de vérité que scientifique, c'est-à-dire établie sur des faits. La démonstration mathématique donnant la forme que doivent avoir les faits. Ceux-ci doivent être établis par la possibilité d'en contrôler l'apparition. C'est ce qui le distingue notamment du miracle. Surtout cela compte cours de positivisme, philosophie positive 1, 2 leçons. Les première et deuxième leçons. En conséquence, Kant peut écrire la philosophie positive se distingue surtout de l'ancienne philosophie théologique, la pensée religieuse ou métaphysique, la philosophie jusqu'à là, par sa tendance constante à écarter comme nécessairement vaine toute recherche de cause proprement dite, soit première, soit finale, pour se borner à étudier les relations invariables qui constituaient les lois effectives de tous les événements observables, ainsi susceptibles d'être rationnellement pervus les uns d'après les autres. Auguste Comte, cours de philosophie positive, 58 leçons, 50e leçon. Voilà les conséquences que Wittgenstein tirera du positivisme dans sa première philosophie si on lit le dernier proposition de seul ouvrage qu'il a publié. Aphorisme 6,
53. La méthode correcte en philosophie constituerait proprement en ceci ne rien dire que ce qui se laisse dire, à savoir les propositions de la science de la nature, quelque chose qui par conséquence n'a rien à faire avec la philosophie, puis quand quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer toujours qu'il a omis de donner dans ses propositions une signification à certains signes. Cette méthode serait insatisfaisante pour l'autre qui n'aurait pas le sentiment que nous le avons enseigné de la philosophie, mais ce serait la seule strictement correcte. Aphorisme 6, proposition 6, 54, mes propositions, je cite Wittgenstein, mes propositions sont des éclaircissements en ceci que celui qui me comprend le reconnaît à la fin comme dépourvu de sens, lorsque par leurs moyens, en passant par elles a surmonté, il doit, pour ainsi dire, jeter l'échelle après y être monté. Il lui faut dépasser ses propositions pour voir correctement le monde. Proposition 7, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 1922. Malheureusement, le scientisme est beaucoup plus bavard que Wittgenstein. Il n'a en embauche que le mot de vérité scientifique prouvée, même si souvent les preuves en sont inconnues ou depuis longtemps oubliées. Admettons que la philosophie n'ait effectivement rien à dire sur la vérité de la science. Il n'en reste pas moins vrai que l'idée de vérité elle-même, qui est présupposée dans toute affirmation d'une vérité, ne peut être prouvée. À supposer qu'une proposition soit vraie parce qu'un fait lui correspond, que la vérité consiste précisément en cette correspondance entre la proposition et le fait, aucun fait ne peut le prouver. Voilà pourquoi Wittgenstein a d'abord proposé la voie du silence. On voit donc le paradoxe. Comme Descartes l'avait déjà vu, il n'est pas possible de démontrer pour quoi que ce soit si on sait ce qu'est la vérité. Aussi prétend-il qu'en le définissant de façon traditionnelle, on ne fait qu'expliquer le mot. Descartes parle à son correspondant d'un livre de Herbert de Cherbury de la vérité que lui a envoyé. Il examine ce qu'est la vérité et pour moi, je n'en ai jamais douté, mais semblant que c'est une notion si transcendentalement claire qu'il est impossible de l'ignorer. En effet, on a bien des moyens pour examiner une balance avant que s'en servir, mais on n'en aurait point pour apprendre ce que serait la vérité si on le connaissait de nature, car quelle raison aurions-nous de consentir à ce que nous l'apprendrions si nous ne savions qu'il fût vrai, c'est-à-dire si nous ne connaissions la vérité. Ainsi, on peut bien expliquer qu'id nominis, donner une explication verbale à ce que n'entendons pas le langage. Il dire que ce mot vérité en sa propre signification dénote la conformité de la pensée avec l'objet, mais que lorsque l'on attribue aux choses qui sont hors de la pensée, il signifie seulement que ces choses peuvent servir d'objet à des pensées véritables, soit au nôtre, soit à celles du Dieu. Mais on ne peut donner aucune définition de la logique qui aide à connaître sa nature. Je cite Descartes, extrait de la lettre à Emerson du 16 octobre 1639. Si donc la vérité est indémontrable, alors la science elle-même ne repose-t-elle pas sur une simple croyance? Deuxièmement, la croyance en la vérité. Il faut donc, pour pouvoir mettre en cause l'idée même de vérité et montrer qu'elle doit être admise sans preuve. Or, comme il n'est pas possible du tout démontrer
ne faut-il pas que le sceptisme ou le pyrrhonien, de nom de Pyrrhon, qui passe pour le premier sceptique, considérait que la seule attitude sage est celle qui consiste à ne rien accepter comme vrai. Certes, il a toujours été reproché au sceptisme d'adopter une proposition pratiquement intenable. En fait, loin de pouvoir agir, le sceptique se contente de croyances aux opinions communes à cette différence qu'il ne prétend en aucune façon qu'elles soient vraies. Il les tient pour ce qu'elles sont, à savoir des apparences, autrement dit l'argument qui vise à réfuter le sceptisme en le prétendant inévitable et pour le moins insuffisant. Si douter conduisait immanquablement à la paralysie de l'action, il n'y aura jamais en eux de guerre, car comme Clausewitz, 1780-1831, a remarqué dans de la guerre 1832, posthume, la guerre se passe toujours dans un climat d'incertitude à la façon d'un brouillard. Proposition au paragraphe. Livre 2 de la guerre, livre 2, chapitre 2, paragraphe 24. Il n'en reste pas moins vrai que le scepticisme ne peut rendre compte de la croyance en la vérité. De lors, il apparaît nécessaire de l'admettre sans preuve et de limiter les prétentions de la raison, telle est la position de Pascal, qui présente un double intérêt. D'une part, elle conduit à distinguer deux sources de la vérité, le cœur et la raison, dont pensée numéro 110. Par le cœur, nous connaissons le principe, à commencer par les deux de vérité. Par la raison, nous démontrons à partir du principe que le cœur donne. D'autre part, la foi religieuse est justifiée dans notre ordre. Pascal peut même identifier la vérité avec Dieu, objet de foi, et reprendre la position de saint Augustin qui fait de la vérité la révélation de Dieu au double sens d'un génitif objectif et subjectif. Quand au refus de la vérité qui se manifeste dans le libertinage hérédie qui refuse la vérité et le fait de l'amour propre, c'est-à-dire finalement du péché. Troisième partie nommée, bien intitulée le relativisme. De lors, peut-on nier la vérité ou affirmer que toutes les croyances se valent? Peut-on dire que la distinction entre opinion et connaissance n'est pas pertinente? Admettons-les. Toutes les croyances sont donc vraies. Autrement dit, vrai et être tenu pour vrai revient au même pour une croyance. Ce qui revient d'ailleurs à considérer que la proposition à chacun sa vérité selon la formule qui donne son titre à une pièce de Pirandello 1867-1936, la pièce de 1916, à chacun sa vérité, serait valable. On peut appeler relativisme. Une telle position est l'ancêtre du relativisme et le sophiste Protagoras, 492-422 avant Jésus, dont la thèse a été conservée par Platon dans dialogue de Lucrature et le Thétète. L'homme est la mesure de toutes choses, et de celles qui sont qu'elles sont, de celles qui ne sont pas qu'elles ne sont pas. Protagoras cité par Platon, Thétète. Autrement dit, c'est chaque individu qui définit si les choses sont ou ne sont pas. En effet, le relativisme de Protagoras était radical, il était ontologique. Son relativisme est également politique, en ce sens que chaque homme est légitimé dans son opinion et peut donc participer aux affaires publiques. Aussi, Protagoras fonde-t-il la légitimité de la démocratie antonienne, dirigée par son ami Briclès, 495-429 avant Jésus. Or, il était clair qu'une telle position est contradictoire. En effet, s'il est vrai ce que chacun
tient pour vrai, alors la thèse qu'il affirme est intenable, puisqu'elle se présente comme valable pour tout. Euh, quatrièmement, euh, priorité de la vérité ontologique, l'adéquation. Que-t-on alors par vérité? Qu'entend alors par vérité? Est-ce que l'adéquation de la représentation avec son objet, telle est la notion la plus courante de la vérité, celle qui semble aller de soi? En effet, comment ne penser que ce qui est vrai ou faux, c'est non pas la réalité, mais mon jugement sur ce qui est vrai ou faux. Ainsi, lorsque je parle d'une fausse pièce de monnaie ou encore d'un faux Van Gogh, ce n'est pas la pièce ou le tableau qui est réel, mais le jugement que je porte sur eux. Pourtant, cette définition qui semble aller de soi, qui a un sens exact, enferme une double série de difficultés. La première réside dans la question de savoir comment reconnaître cette adéquation. C'est en effet de même que je ne puis sortir de ma vision pour vérifier si le réel lui est bien conforme. De même, comment sortir de ma pensée pour savoir s'il lui est bien conforme. Certes, il est toujours possible, et c'est ce que font les sciences expérimentales, sciences de la nature et même sciences de l'homme, de poser à la nature une question. Celle-ci répondre bien par oui ou par non. Pourtant, c'est toujours le sien de la représentation que je pose cette question. Et si une expérience peut, en apparence, réfuter une hypothèse, elle ne suffit pas logiquement à la rendre vraie, puisque plusieurs hypothèses peuvent être conformes à la même expérience. Popper le reconnaît tout en défendant la conception traditionnelle de la vérité dans conjoncture et réfutation. Pour lui, cette définition appartient au métalangage, c'est-à-dire un langage qui porte sur un langage qui lui porte sur le fait. Elle ne souffre donc pas de la difficulté énoncée. Toutefois, il est clair que la définition traditionnelle n'est pas pour autant justifiée et qu'on ne saisit pas en quoi elle éclaire la notion de vérité. Dira-t-on qui est vrai, ce qui est reconnu universellement vrai, ou plutôt ce qui devrait l'être. Autrement dit, est-elle et semble-t-il la solution que Kant proposait, la pierre de touche de la vérité serait l'universalité du jugement. La croyance est un fait de notre entendement susceptible de repenser sur des principes objectifs, mais qui exige aussi de causes subjectives dans l'esprit de celui qui juge. Alors, quand elle est valable pour chacun en tant que, du moins, qu'il a de la raison, son principe est objectivement suffisant et la croyance se nomme conviction. Si elle n'a à son fondement que dans la nature particulière du sujet, elle se nomme partiation. La partiation est une simple apparence parce que le principe du jugement est uniquement dans le sujet est tenu pour objectif. Ainsi, un jugement de ce genre n'a-t-il qu'une valeur individuelle et la croyance ne peut-elle pas se communiquer. Mais la vérité repose sur l'accord avec l'objet et par conséquent par rapport à cet objet. Les jugements de tout entendement doivent être d'accord. La pierre de touche grâce à laquelle nous distinguons si la croyance est une conviction ou simplement une partiation est donc extérieure et consiste dans la possibilité de communiquer sa croyance et de la trouver valable pour la raison de tout homme. Car alors, il est au moins, tout moins, à présumer que la cause de la concordance de tout le jugement, malgré la diversité du sujet entre eux, reposera sur un principe commun, je veux dire l'objet avec lequel, par conséquent, tous les sujets s'accorderont de manière à prouver par là la vérité du jugement. Kant, je cite Kant, Critique de la raison pure, deuxième édition, 1787. Reste que si deux hommes prétendaient que
leur jugement est universellement communicable, on ne voit pas très bien comment il serait possible de partager. Est-ce pas le vote, comme le montre le procès de Socrate, qui est susceptible de partager tous les jugements conformes à la raison et pourtant opposés entre eux. En outre, selon Kant, il n'est pas possible de proposer un critère de la vérité, puisque ce critère devrait être universel, alors que c'est chaque proposition qu'il faudrait prouver, pouvoir comparer à la réalité. Maintenant, deuxième critère de la vérité, de la cohérence, après l'adéquation, de la cohérence à l'évidence. Ainsi, il est clair qu'il n'est pas possible de penser jusqu'au bout cette définition de la vérité, puisque ce fameux accord ne peut être trouvé dans le réel, encore moins dans l'objet, si par là on entend ce qui s'oppose à un sujet, c'est qu'à supposer que l'objet soit ce que tout le sujet pensait comme tel, ou se dit l'accord, sinon dans la cohérence de leur représentation. Ce qui fait qu'alors que la cohérence passe aux yeux de Kant lui-même pour la condition de la vérité simplement logique, elle apparaît comme ce que donne son contenu à l'idée de la vérité comme adéquation. Il y a une objection de fond. Et comme la cohérence elle-même est somme de toute douteuse, Descartes n'avait pas tort de chercher dans l'évidence le critère subjectif de la vérité. Toutefois, cette dernière solution s'avère pour le moins difficile, non pas tant parce que l'évidence résulte souvent des habitudes, des opinions communes, c'est-à-dire des façons de voir le monde qui sont partagées par une communauté, car ces fausses évidences là peuvent être extirpées par le doute méthodique, mais parce qu'il n'y a rien d'évident à ce que mon évidence soit conforme aux choses elles-mêmes. C'est pourquoi Descartes est obligé de prouver qu'il existe un Dieu comme principe métaphysique qui fonde l'évidence. Cette preuve est la suivante. J'ai une idée de Dieu, c'est-à-dire d'un être infiniment parfait à tout le point de vue. Je ne peux nier que j'ai cette idée sans quoi ma négation n'a aucun sens. Or, soit à cette idée quelque chose correspond, soit non. Dans ce second cas, je serai la cause de l'idée de Dieu. Or, il est clair que je ne suis pas parfait et ne puis donc être la cause de cette idée de perfection. Par conséquent, Dieu existe et la main était la cause de la présence en moi de son idée. Je cite Descartes, discours de la méthode, quatrième partie, méditation métaphysique, troisième méditation. Comme c'est l'évidence qui permet de prouver que Dieu existe, il est clair qu'il y a là un cercle manifeste quelque effort qu'on puisse faire pour le contourner. Puis, troisième critère de la vérité, l'utilité. Ne faut-il pas considérer finalement, à la façon du pragmatisme, philosophie américaine du XIXe siècle, que ce qui fait la vérité d'une position, c'est son efficacité et son utilité. En ce sens, il n'y a aucune différence entre les sciences et les technologies. Dans une certaine mesure, Bergson a repris cette thèse dans La pensée et le mouvement, 1934. Il lui semblait en effet que pour les sciences et les techniques, il ne distinguait pas. Pour cette raison, c'est l'efficacité qui était le critère de la vérité. Il est vrai que les propositions de science sont vérifiées, ou plutôt non unifiées, non infirmées pour leur efficacité. En outre, une proposition sans sens expérimental possible ne présente aucun intérêt pour les scientifiques. On peut dire que Wittgenstein n'a pas de sens. Le sens se disait dans une proposition susceptible d'être vraie ou fausse. Une proposition toujours vraie, comme le principe de non-contradiction, qu'on lit, que Wittgenstein nomme tautologie ou proposition toujours fausse, c'est-à-dire une contradiction. Par exemple, si j'ai dit qu'il n'est pas possible qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau,
je ne sais pas quel temps elle peut faire. Par contre, la proposition il faut beau a un sens car je comprends à quelles conditions il est possible qu'elle soit vraie. Il est vrai que Wittgenstein n'en déduisait que hors des sciences, il n'y avait point de salut. Au contraire, selon lui, l'essentiel est tort de ce qu'on peut dire. Euh, la solution du problème de la vie, on le perçoit à la disparition de ce problème. Maintenant, après critère de l'utilité, la vérité ontologique, donc quatrième partie. Reste à examiner l'idée de vérité ontologique. Par là, il faut entendre que la vérité n'appartient ni au sujet ni au rapport entre la représentation et son objet, mais est le dévoilement, comme Heidegger a essayé de le démontrer dans euh, paragraphe 44 de son œuvre célèbre, hein, Être et temps, 1927. C'est qu'en effet, si je prétends que la vérité est dans le sujet, cela devrait impliquer qu'elle n'a rien à voir avec ce dont on parle. Si j'ai dit il faut beau et qu'il est vrai qu'il fasse beau, il est clair que la vérité n'est pas seulement dans ce que j'ai dit, mais dans le rapport entre ce que j'ai dit et ce qui est. Si maintenant je me préoccupe de ce rapport d'adéquation, je ne puis l'attribuer au seul sujet. Ce qu'en effet, il n'est pas possible de dire que la proposition devient une chose pour lui être adéquate. Il est donc absurde de prétendre que c'est le jugement ou la proposition qui est susceptible d'être vue aux fausses et non la chose elle-même, puisque la vérité devrait se trouver dans la relation entre la proposition et la chose. Or, cette relation, elle nie une chose ni une proposition. Si l'on nomme conception cognitive de la vérité, la conception habituelle selon laquelle la vérité est dans le jugement, le moins que l'on puisse dire ce qu'on est d'une obscurité rare. Être dans le vrai, c'est acquérir la chose telle qu'elle est. C'est l'apparition de la chose elle-même que donne au jugement son adéquation. Je cite Heidegger de son livre en question, Les leçons de la vérité, 1943. Une question 1. On peut, à travers la lecture que Heidegger, dans un article intitulé La doctrine platonicienne de la vérité, une question 2, a tenté de l'allégorie de la caverne de Platon, qui se trouve au début du livre 7 de la République, montrer ce qui signifie que la vérité est dévoilement et quel rapport elle entretient avec l'idée d'adéquation entre la représentation et son objet. Dans cette allégorie, au mythe, Platon présente l'image de la condition humaine lorsqu'elle est ignorante et non éduquée. Lorsqu'elle est éduquée. Des prisonniers attachés dans une caverne ne voyaient que les ombres d'objets projetés derrière eux est éclairé par un fait. L'un d'eux est détaché et commence par regarder ce qui était derrière lui. Puis est sorti de la caverne, contemple les choses qui y sont jusqu'à ce qu'il puisse voir le soleil lui-même et découvrir qu'il est la source de toute visibilité. Au fur et à mesure que le prisonnier découvre le vrai, il voit ce que jusqu'à là il ne pouvait pas voir. C'est donc pas parce que les objets et le fait de la caverne, puis les choses extérieures et le soleil se montrent à lui qu'il est dans le vrai. On peut donc y voir une priorité de la vérité ontologique sur toute autre vérité. Certes, Platon insiste sur l'adéquation du regard, mais celle-ci ne rendre possible que par le dévoilement du réel lui-même. Maintenant, conclusion. L'essence de la vérité est un thème essentiel de la réflexion philosophique. C'est qu'en effet, dans la connaissance, qu'elle soit scientifique ou non, la question que l'on pose est celle de savoir si telle ou telle proposition est vraie ou pas. Plus précisément, la distinction entre l'opinion et la croyance d'un côté
et la connaissance de l'autre présuppose l'idée de vérité. Or, il est apparu justement que l'idée de la vérité ne se laissait pas connaître au sens ordinaire, c'est-à-dire d'une proposition prouvée ou démontrée. Au contraire, elle est la condition de possibilité de toute démonstration et de toute preuve. De là, l'idée que la vérité pourrait être une croyance, c'est-à-dire une proposition à laquelle on adhère pour des raisons purement subjectives. Pourtant, elle est apparue non seulement comme nécessaire, mais comme étant tout autre qu'une idée, à savoir ce que se donne de telle sorte qu'un rapport de connaissance est possible pour nous, le dévoilement de ce qui est à la manière de Heidegger. Voilà notre intervention intitulée La vérité, signification philosophique est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.